Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager les dernières infos concernant les jeux que je tente de faire vivre sur Itch et ailleurs. La grande nouvelle, c'est que le jeu Brume a été accepté par l'équipe du Stunfest pour leur édition 2025. Le Stunfest, c'est quoi? C'est un grand événement rennais de la culture JV, que ce soit pour des compétitions speedrun, superplay ou pour le jeu indé. C'est géré par une asso. Cette année, ce sera à prix libre, durant 3 jours, du 24 au 26 octobre. L'équipe est super, elle propose tout au long de l'année des animations, des tables rondes, des émissions, enfin bref, allez voir les quelques liens que je mets en description, ça vaut le coup de se déplacer. Moi, je tiendrai un stand durant ces 3 jours, vous pourrez venir tester le jeu Brume et échanger avec moi sur tout ce que vous voulez. Bon, assez parlé d'autopromo, place au tutoriel. Comment bouge le curseur dans Brume? Avec ce tutoriel, on va aborder quelques notions de maths et de programmation qu'on retrouve dans beaucoup d'autres langages, donc c'est bien pratique. On va aborder l'axe X et Y d'un espace en 2D, quelques comparateurs logiques et l'usage d'une boucle for. Et enfin, on verra aussi rapidement la différence entre une frame et une seconde. Pour commencer, on va expliquer un peu comment fonctionne l'axe X et Y. L'axe X et Y se retrouve dans chaque scène de GB Studio. La subtilité est d'en connaître le point 0, qui est en haut à gauche de chaque scène. Un écran classique fait 20 tiles de long sur 18 de large. Un tile, c'est égal à un carré de 8 pixels de côté. Si je vous explique ça en premier, c'est qu'il va falloir garder ça en tête pour la suite du tutoriel. L'image que j'utilise là en ce moment, c'est un document test sur lequel je place les zones où le curseur peut ou ne pas se déplacer. En noir, vous avez les limites, en grisé, vous avez les cases sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Une fois que j'ai placé les limites de chaque scène, je redessine correctement la carte. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir programmer le mouvement de notre curseur sur cette carte. La première chose à faire du coup est de savoir quel type d'input est entré. Donc là, on va commencer avec le mouvement du haut. Pour cela, on va attacher un nouveau script au bouton mouvement vers le haut. Il faut bien décocher le bouton B qui est sélectionné par défaut et on va cocher la petite case Override Default Button Action. Ensuite, on va enregistrer la position X et Y du joueur dans une variable. Il faut bien faire attention à le mettre dans une variable globale pour savoir où est-ce qu'il est en fonction des scènes qu'on va changer. Donc, 2 variables globales, une pour le X et une pour le Y. Une fois qu'on a fait ça, donc on connaît la position du joueur sur notre scène, on va la comparer à des positions qui nous permettront ou pas de bouger. Comme vous pouvez le voir, l'acteur est en dessous des petits carrés qu'on a définis comme étant les positions possibles et non possibles. On va créer un groupe qui va nous permettre de hiérarchiser un peu l'information parce que le code va prendre un peu de place. Là, on rentre une condition avec un math expression, donc ça nous permet de vraiment conditionner très précisément notre action. Et on va récupérer du coup la position grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, comment récupérer une position XY sur notre scène. Je vous ai expliqué un peu rapidement les méthodes de comparaison, la manière de hiérarchiser plusieurs comparaisons en même temps avec notamment l'outil et. Là, on peut attribuer une variable locale au mouvement possible ou pas. Donc moi, j'ai choisi le terme mouvement non, MVMT no, mais on peut choisir n'importe quel nom. L'important ici, c'est du coup de le mettre sur vrai quand on ne peut pas bouger. Et ensuite, il suffit juste bien de dupliquer cette portion de code en changeant les informations en fonction des emplacements qui ne sont pas possibles, où le mouvement n'est pas possible dessus, et donc de le faire autant de fois qu'il y a de zones où on ne peut pas avancer. Pour la suite, on va conditionner le mouvement à la variable qu'on a vue juste au-dessus. Donc si le mouvement n'est pas possible, si la variable du coup est vraie, on va faire juste une petite animation qui montre que on est coincé. Moi j'ai choisi de faire bouger l'écran, mais vous pourriez mettre un son par exemple. Et le plus important, c'est de remettre la variable sur faux pour être sûr que du coup la variable reste fausse si on choisit de bouger vers un autre endroit, parce que cette variable on va l'utiliser pour les autres mouvements.
Si la variable mouvement non est fausse, là on utilise pour bouger l'acteur l'objet player move relative qui nous permet d'éviter de savoir exactement dans quelle position il est pour savoir où il va. Il nous permet juste de le bouger relativement par rapport à la position qu'il occupe, et vu qu'on a vérifié qu'il pouvait bouger, il nous suffit juste de rentrer la bonne valeur sur le X ou le Y en fonction du déplacement. Je vous ai mis un petit récapitulatif des mouvements à faire, en tout cas pour cette scène-là. On bouge de 3 tiles, soit vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, et pour ça, eh bien, on utilise la valeur 3 ou moins 3, sachant qu'il est bon de rappeler que du coup, l'objet Move Player Relative accepte les chiffres entiers relatifs. On peut mettre des chiffres négatifs dessus. Là, je vais refaire la même chose du coup pour tous les autres mouvements, et la seule chose que j'ai à changer au final, c'est les zones où je ne peux pas bouger, que je récupère grâce à l'outil de repérage sur la scène de l'axe XY. Et ce que j'ai à changer, bien évidemment, c'est quand je peux bouger, la valeur que j'ai à rentrer dans le Move Player Relative, en fonction du coup de l'axe que j'ai choisi de bouger. À ce stade-là, c'est bien, on peut bouger le curseur, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'animation. Maintenant, on va voir comment on peut animer le curseur. La première chose à faire, paradoxalement, ça va être de cacher le curseur, donc l'acteur, pour ne pas qu'on le voit se déplacer. Une fois qu'on l'a déplacé, on va changer la propriété de son animation avec l'objet Player Set Animation State. Et là, on va mettre l'animation du coup qui a été prévue. L'apparition du curseur sur la carte. Ensuite, on remonte le curseur et on va utiliser notre boucle for. Ici, j'utilise une variable temp, temporary, ce qui me permet de ne pas avoir à gérer d'autres variables, de nommer une variable. C'est une variable qui va se remettre à 0 directement quand on change de scène. Pour le nombre jusqu'où il faut aller dans la boucle for, j'utilise le nombre de frames qu'il y a dans mon animation. Ici, il y en a 7, ça va de la frame 0 à 6. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une boucle for, à chaque fois qu'elle est finie, il y a une opération située juste au-dessus qui me permet de changer la valeur. Ici, on incrémente de 1, on ajoute 1 à temporary à chaque fois qu'on a effectué ce qu'il y a dans la boucle for. Il me suffit maintenant juste de changer la frame du curseur en fonction de la variable qu'on a changée dans la boucle for. Qui dit animation dit temps, et pour ça, on utilise l'objet wait. Moi j'utilise en frame, ça me permet de contrôler précisément le nombre de frames à attendre entre deux animations, c'est-à-dire entre deux itérations de la variable temp pour la boucle for. Je groupe toute cette animation, comme ça j'aurai juste à la copier dans les autres commandes en changeant quelques paramètres, et j'oublie pas de remettre bien évidemment l'animation à défaut sur le curseur à la fin de l'opération. Et voilà le travail. Pour finir, je vous ai concentré tout ça dans un seul script. Vous pouvez l'utiliser indépendamment du projet avec quelques réglages tout de même. Les variables utilisées étant génériques dans les scripts préfaits, il faudra les réassigner dans le corps du projet. Les animations ainsi que leur durée seront à régler d'après votre propre sprite, le nombre de frames correspondant au nombre final à atteindre pour la boucle for. Pour pouvoir importer un script, il suffit de créer un dossier script s'il n'est pas déjà présent dans votre propre projet et de mettre le script voulu dans le dossier projet et script sur lequel vous travaillez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je mets tous les liens en description et j'en profite pour glisser aussi que mon code créateur pour Playtiles est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à passer le pas si ça vous intéresse.